Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Et comme vous vous en doutez, avec notre apparence, c'est que le temps des fêtes approche à grands pas. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on vous prépare une émission toute spéciale. Aujourd'hui, c'est la rétrospective 2019, donc notre dernière émission de l'année. Et pour l'occasion, on accueille plusieurs personnes qui ont marqué l'actualité, certains qui vont être là aussi pour commenter ce qui s'est fait un peu dans l'ensemble des sphères, c'est-à-dire en économie, en politique. On va toucher également à la culture, au sport. Donc, tout ça, c'est ce qui s'en vient pour la prochaine heure. Et pour m'accompagner dans cette tâche, mais j'ai mon lutin préféré, M. Frédéric Deroy. Alors, bonjour Frédéric. Oui, bonjour Dominique. J'apprécie beaucoup l'idée du chapeau. C'est merveilleux. Ben écoute, on ne pouvait pas passer à côté, surtout que la saison l'impose. Alors, merci d'être avec nous encore une fois, Frédéric. C'est un plaisir. Et j'aimerais en profiter dès maintenant pour remercier tous les gens qui ont accepté de se prêter au jeu, de venir ici en studio pour nous parler de cette année 2019. Et ceux qui ont refusé l'invitation, je vous souhaite sincèrement que le Père Noël oublie vos cadeaux au pôle Nord cette année. Alors, sur ça, j'ai également à ma gauche M. Pierre Huot. Bonjour. Alors, bonjour M. Huot. Bonjour, bonjour. Alors, M. Huot, votre visage est quand même familier. Vous avez œuvré notamment au sein de la Chambre de commerce. Vous avez été attaché politique également. Oui. Et aussi, peut-être un volet qu'on connaît moins de vous, vous avez été commentateur de l'actualité également pour d'autres médias. Là. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de le faire à Radio Gaspésie quand j'étais à Gaspé et à CKMN Rimouski, la radio communautaire, donc pendant quelques années. C'est avec un plaisir qu'on va vous redemander de remettre ce chapeau-là aujourd'hui pour notre rétrospective. Donc, ça va se dérouler en 4 blocs. Notre premier bloc, évidemment, on va toucher l'actualité générale. Pour nous en parler, on a également Sandra Gauthier, directrice générale du Musée Explorama. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour, bonjour. Et également le propriétaire de Valmont Plein Air, M. Olivier Chrétien, copropriétaire, on doit dire. Oui. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on pourrait commencer peut-être avec vous, M. Chrétien. On sait que l'économie est quand même quelque chose qui est très important. Autant à Sainte-Anne-des-Monts qu'à Capcha, les deux municipalités le plus à l'ouest de la MRC, on compte beaucoup sur cette vitalité économique-là, sur cette vitalité touristique-là. Alors, de votre côté, on avait une entreprise très florissante, très bien en selle avec Jérôme Landry et Marie-Ève Godbout. Alors, peut-être nous résumer brièvement pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans une expérience de restauration en reprenant Valmont Plein Air. Tout d'abord, ça nous a été proposé par Marie-Ève et Jérôme à l'automne. La restauration, c'est pas un métier dans lequel on serait parti d'avant par nous-mêmes, là. Mais le Valmont, étant donné que moi j'ai travaillé là pendant 4 ans, ma copine travaillait là pendant 8 ans avant d'acheter, on connaissait déjà très bien l'environnement, les clients, tous les employés. Donc on s'est lancé là-dedans à 2 pieds, puis on ne regrette pas du tout, c'est une très belle expérience. Dans le fond, c'est une très belle expérience. Et justement, de devenir entrepreneur du jour au lendemain, j'imagine qu'à l'adaptation, il y a quand même eu des choses à comprendre à tout, comment fonctionne la business. Est-ce que la transition s'est bien faite d'employé à propriétaire? Oui, la transition s'est très bien faite grâce à Marie-Ève et Jérôme. Marie-Ève va vraiment épauler ma conjointe Vanessa pour tout ce qui est volet de la gestion. Puis moi, Jérôme, pour tout ce qui est la maintenance dans le restaurant des équipements. Donc, c'est très bien fait. Lorsqu'on avait un problème, on les appelait, ils venaient nous aider. C'est pas que selon moi, les clients n'ont pas vu la différence vraiment. C'est une très belle transition. C'est ça qui est le fun avec ça. Et justement, Valmont est une des entreprises qui fonctionne bien à Capcha. Et je me tournerai peut-être vers Mme Gauthier. On sait que pour avoir une industrie touristique qui fonctionne bien, ça prend des commerces qui sont forts. Alors, quelle est l'importance justement de voir des commerces qui rayonnent, notamment comme le Valmont Plein Air, dans l'environnement de la Haute-Gaspésie? Écoutez, pour l'industrie touristique, il faut 2 choses. Il faut des produits d'appel, donc des éléments qui font en sorte que les visiteurs vont partir de Québec, de Montréal, de France pour venir visiter notre territoire. Donc, les produits d'appel ici dans la région, évidemment,
On va parler d'Exploramer, on va parler du Parc national de la Gaspésie, la fête du bois flotté, la fête du vol libre à Mont-Saint-Pierre. Tout ça, c'est des produits d'appel. Et puis autour, pour faire en sorte qu'il y ait un dynamisme économique, que les gens puissent être bien servis, avoir une expérience satisfaisante, il faut les services. Donc là, on parle d'hôtels, motels, camping, les restaurants, puis toutes les activités qui viennent autour, on dit les activités connexes. Donc le kayak de mer, le kayak de rivière. Tout ça, c'est des activités qui vont permettre aux gens d'avoir une expérience globale et totale sur notre territoire, puis de l'apprécier, d'en reparler, puis de faire en sorte de nous retourner leurs amis, leurs familles comme prochains visiteurs. Donc ça, c'est de la vitalité économique, puis on le sait qu'en Haute-Gaspésie, c'est notre première activité économique d'importance, puis notre premier employeur également. Et justement, est-ce qu'on a l'impression, peut-être M. Watt ou Mme Gauthier, que la Haute-Gaspésie est en train de se positionner davantage comme une MRC d'abord à vocation touristique? Ben moi, j'ai l'impression que c'est notre industrie première. Et puis, on est en train de développer le tourisme d'hiver. Le tourisme d'été, à date, fonctionne très bien, on ne se le cachera pas. Ça fait déjà quelques années qu'il y a toujours de plus en plus de monde qui vient en Gaspésie. Le tourisme d'hiver, il faut continuer à l'augmenter. Puis je pense que les gens du tourisme prennent les moyens pour augmenter cette portion-là. Parce que nos commerces, on ne se le cachera pas, ils sont ouverts en haute période. Ils ferment le restant de l'année. Il y en a quelques-uns, mais il va falloir quelque part, à un moment donné, ces gens-là continuent à rester ouverts pour en attirer d'autres touristes. Parce qu'on est peut-être comme en situation d'été au niveau de l'hébergement, mais pas avec le même nombre de touristes. Donc, l'hiver, il va falloir qu'il y ait un petit peu plus d'hébergement d'ouvert pour pouvoir accueillir ces gens-là. On a un joyeux en arrière là, qui est le parc, les Chic-Chocs. Il faut en profiter un petit peu, à mon avis, à moi. Là. Donc, il faut travailler beaucoup les saisons, pré-touristiques puis post-touristiques. Donc, le printemps et l'automne, surtout le printemps, en fait, où là, on a des employés, les étudiants sont ici, sont de retour, ils sont en attente de débuter le travail, alors que l'automne, ils sont partis. Donc, il faut vraiment travailler ces éléments-là pour un jour peut-être arriver à un 12 mois. Moi, j'aurais, par rapport au Valmont, mais ensuite, là, en général, on est en pleine crise de pénurie de main-d'œuvre. Chez Valmont, est-ce que la transition, vous êtes arrivé un peu là-dedans? Est-ce que vous l'avez senti ou vous avez quand même une équipe qui est solide, qui est présente tout le temps? On a une équipe très solide. On n'a pas senti, on est chanceux, on n'a pas senti ça du tout. Tous les piliers du restaurant, là, on a eu une très bonne année avec eux. Puis les jeunes, c'est toujours des jeunes, soit leur petite soeur, leur petit frère vient travailler après. Puis on a de la relève presque chaque année. Là. Excellent. Fait qu'on est très chanceux pour ça. Et justement, pour faire un petit peu de pouce sur ce que M. Huot et Mme Gauthier disaient, on parle de vouloir installer une saison touristique, mais 4 saisons par année. Est-ce qu'éventuellement, des heures d'ouverture plus longues du Valmont en janvier, février, ou de commencer la saison plus tôt, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou mais vous ne voyez pas la viabilité économique pour l'instant? C'est sûr que dans les années à venir, ça va être envisageable. Là. Cette année, on a eu une très bonne augmentation pour le mois d'octobre, le mois de novembre. Fait qu'on sent que les gens veulent que le Valmont reste ouvert. C'est sûr que ça fait du bien de fermer au moins un mois ou deux pour refaire le plein, puis repartir en août pour la saison. Là. Éventuellement, dans quelques années, j'imagine que ça serait possible, pas un 12 mois, là, mais d'ouvrir plus longtemps encore. Et je lancerai la question peut-être à mes quatre camarades ici sur le plateau. Oui, il y a des bonnes nouvelles. En même temps, il y a des choses qui vont un petit peu moins bien. On sait qu'à Capuchon, on a eu une fermeture d'épicerie. Il y a Orbit qu'on ne sait jamais trop où ça s'en va. Et on a aussi eu, avec la Chambre de commerce, beaucoup de soubresauts à savoir est-ce qu'on la conserve, est-ce qu'on la conserve pas. Ça, c'est un volet économique qui est moins facile. Alors peut-être sur l'importance ou non d'avoir une Chambre de commerce, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais me lancer pour réchauffer la salle. Mais on en a déjà parlé. Une chambre de commerce, elle va être utile si les membres s'impliquent. La chambre de commerce va exister avec les entrepreneurs et ça, il n'y a pas de magie. Les entrepreneurs ne peuvent pas attendre que la chambre de commerce offre quelque chose. Eux doivent faire partie de la solution et elle va être efficace, elle va être intéressante seulement s'il y a une participation des membres. Si les membres ne sont pas intéressés, si les entrepreneurs ne sont pas intéressés à s'impliquer, on ne peut pas parler d'une chambre de commerce. Je veux dire, c'est un ou l'autre, mais si on en veut une, c'est parce qu'elle va être vivante, elle va être active, puis les membres vont s'impliquer. C'est comme ça aussi que la chambre de commerce va leur ressembler et va offrir les services qu'ils veulent parce que c'est eux qui vont la faire vivre. Donc, dans la chambre de commerce, c'est un peu comme dans tous les organismes de la région.
c'est toujours d'avoir des gens qui vont s'impliquer sur le CA. C'est le nerf de la guerre, c'est le bénévolat autour de ça pour l'organisation. C'est difficile à la Chambre de commerce, mais c'est difficile dans beaucoup d'organismes d'aller chercher des gens qui vont s'impliquer. Donc, voilà le défi. Mais moi, je pense que pour avoir une bonne représentation de nos commerces, avoir un poids un peu politique, dans le fond, avec tous les élus et tous ceux qui ont de l'argent en main, qui sont prêts à redistribuer, ou des fois pour faire pression pour qu'une situation change. Une chambre de commerce solide avec des membres qui s'impliquent, ça a un réel poids. Mais tant que les entrepreneurs ils mettent pas du sien, puis ça, c'est une vision d'extérieur, c'est facile à dire, là, mais parce que les entrepreneurs, souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à autre chose que leur entreprise, mais ça prend ça. Il faut que les membres soient impliqués, puis sinon, il n'y en a pas de chambre de commerce. Et justement, M. Huot, de votre côté? Bien, je vais revenir un petit peu avec ce que Frédéric disait, c'est que s'il n'y a pas de participation des membres, il n'y en aura pas de chambre. Puis l'importance de la chambre de commerce, comme tu parlais politiquement, si une chambre de commerce est forte, bien, son pouvoir de pression est beaucoup plus fort. Pour avoir été là pendant une dizaine de mois là, en remplacement à un certain moment donné, il reste que pour essayer de changer, c'est très difficile. J'ai essayé d'amener des nouvelles idées, ça a été un petit peu plus difficile, mais il n'y a pas de participation des membres. Ça, c'est la grosse problématique. Il y a été un moment donné où le CA, il n'y avait même pas quorum pour prendre des décisions. Donc, ça, on voit, puis tu parlais de bénévolat, c'est du bénévolat en tant que membre de CA, mais il n'y a pas d'implication à ce niveau-là. Je sais que présentement, il y a Paul de la chocolaterie qui travaille très fort. En tout cas, il y a des gens qui veulent travailler pour justement la sauver. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Mais je sais que Paul travaille très fort sur ça, mais il faut que ça reste. Je vous donne un exemple. La Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs, qui regroupe, vous allez me dire, 2 MRC, là, puis c'est peut-être pas le même marché que le nôtre, qui a 400 membres. Je peux-tu vous dire que la Chambre de commerce a un bien plus gros pouvoir que la Haute-Gaspésie? Parce que présentement, le pouvoir, il n'est pas là. Vous n'avez pas de membres, pourquoi est-ce qu'on vous écouterait? Oui, c'est le nerf de la guerre. On est une toute petite MRC, donc une toute petite chambre de commerce, mais avec les mêmes types d'entreprises qu'ailleurs. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a quelques entreprises industrielles, quelques entreprises en production, par exemple alimentaire, agroalimentaire, et on a des entreprises touristiques. Tous ces gens-là, même s'ils sont très peu, ils ont tous des besoins différents. Oui, donc, dans d'autres régions, il y a des chambres de commerce et de tourisme, par exemple. Peut-être qu'ultimement, ça pourrait devenir une solution. Ou alors, de fusionner certains aspects de notre chambre de commerce avec des régions périphériques. Ça pourrait être une option aussi. Mais je pense que là, comme M. Huot le disait, il faut être en mode solution, puis il faut sortir du cadre, parce que ce cadre-là, visiblement, ça ne fonctionne pas. Là. Et on pourrait continuer à en parler longtemps, mais le temps passe très vite. J'aurais peut-être une dernière question pour M. Olivier avant de changer de bloc. On parlait justement, là on est dans la ville de Cap-Chat, on a vu la fermeture d'épicerie, on a vu les problèmes avec Orbit. Est-ce qu'on se pose la question en tant qu'entrepreneur, est-ce que la municipalité est assez en bonne santé pour justement continuer d'opérer un commerce? Est-ce que c'est des pensées qui vous passent par la tête parfois? C'est sûr que c'est toujours des pensées, c'est pas des pensées qu'on peut ignorer vraiment, là. Mais c'est pas le même univers vraiment, tu sais, la restauration puis l'épicerie. On n'a pas ressenti du tout cet effet-là, puis on veut pas s'imaginer une fermeture possible du restaurant non plus, là. Mais avec les chiffres qu'on a vus cette année, puis tous les gens qui nous ont parlé, là, c'est pas quelque chose d'envisageable pour le moment. Là. On surfe dans le fond aussi sur la réputation de l'institution qui est Valmont. Les clients réguliers, autant les nouveaux, les gens de l'extérieur qui sont passés, là, mais toutes les clientèles régulières, là, ça a été des commentaires positifs toute l'année. C'est des gens qui étaient déçus que ça ferme encore pour la saison hivernale, qui vont déjà avoir hâte à l'ouverture au mois de mai. Fait que c'est pas quelque chose d'inquiétant, mais on peut pas ignorer ça non plus. Et la clé passe aussi par la diversification, parce qu'il y a de la restauration, mais aussi tous les kayaks autour. Donc, on a quand même une offre complémentaire à ceux qui doivent justement aider aussi. Oui. Alors, merci. Alors, on prend une courte pause et on vous revient avec notre deuxième bloc. On va continuer à jaser d'actualité avec nos intervenants.
Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, spéciale rétrospective 2019. Alors, je suis toujours en compagnie de Frédéric Deroy, Pierre Huot, Sandra Gauthier qui reste avec nous pour ce deuxième bloc. Et on accueille, il a fait beaucoup de route pour venir nous voir, alors on l'apprécie énormément, le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, M. Guy Bernatchez. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, c'est un plaisir, merci d'être avec nous. Alors, évidemment, on continue dans le bloc actualité. Qu'est-ce qui a marqué l'année 2019? Ben, on a eu des élections fédérales, évidemment. Et je pense que, je m'avance peut-être, mais je pense que c'est assez sécuritaire de dire que c'était la première fois qu'on avait un candidat de Mont-Louis qui se présentait aux élections. Oui, effectivement. Oui. La rivière Mont-Louis. Et justement, j'aimerais savoir, en étant dans quand même une petite ville, une petite municipalité comme Mont-Louis, comment les gens accueillaient ça d'avoir un candidat aux élections fédérales locales qui venait de la place? Bien, je pense que c'était très positif. Il y avait une certaine fierté dans notre secteur, là, que quelqu'un de la place se présente aux élections fédérales. Écoute, c'est les grandes ligues, là, au niveau politique, là, on s'entend, c'est de passer de la Ligue de garage à la Ligue nationale. Et puis, d'avoir essayé de faire un aussi grand saut, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était fier de ça, là, de voir quelqu'un de la place essayer ça. Bien, surtout que ça passait quand même assez près, là. Oui, on s'est couché tard. Oui, c'était une belle... j'ai fait une belle campagne, là. C'était vraiment une belle expérience pour moi, très enrichissante. Puis, la soirée des élections, c'était une montagne russe d'émotions. Alors, c'était très positif dans l'ensemble, cette aventure-là, pour moi. Monsieur Huot, vous avez vous aussi trempé dans le milieu politique. Là, pour cette élection fédérale-là, ben, on avait M. Bernatchez, on avait plusieurs candidats locaux ici en Haute-Gaspésie. Oui, Mme oui. Beaulieu, néo-démocrate, M. Pigeon, conservateur. Alors, Oui. trois candidats dans la région. candidats de la Haute-Gaspésie. Oui, oui. Alors, comment on voit ça comme quelqu'un qui a été dans la politique, surtout que pour une MRC qu'on dit toujours plus dévitalisé que les autres, donc c'est quand même un bon signe de vigueur. Là. Ben, tout à fait. Je veux dire, c'est des gens qui étaient intéressés à vouloir faire changer des choses. On ne se le cachera pas. Quand on a des candidats de chez nous, ben, on va penser un petit peu qu'on va peut-être avoir un petit peu plus d'aide de ce député-là pour notre région. On ne se le cachera pas. Ça fait partie de la politique comme telle aussi. Mais non, c'est assez intéressant qu'on ait des gens de chez nous qui se présentent, pas juste de l'extérieur de la région. On a eu 3, tant mieux. On aurait eu juste un. Je veux dire, ça fait partie de la réalité parce qu'il y a quand même 5 MRC dans le comté. Mais on avait 3 sur 6. On avait 50% des candidats qui venaient de la Haute-Gaspésie. Donc, on avait une chance sur 2. Ouais. Mais on avait aussi une chance sur 2 en passant parce qu'il y avait la bataille se faisait à 2. On ne se le cachera pas, là, avec entre Guy et Diane Laboutier. Malheureusement, ça s'est joué aux îles, si on calcule ça de façon légale. On peut le voir comme ça, c'est ça. C'est Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé qui était beaucoup plus sur le côté de Guy, les deux autres côtés versés de l'autre côté, plus sur le côté de Diane. C'est son domaine. Elle vient de cet Mais si on endroit-là, calcule oui. le total de ces 4-là dans la Gaspésie, je n'ai pas fait le calcul, là, mais je serais curieux de savoir à combien ça aurait fini. C'était quand même assez surprenant. J'ai eu des beaux résultats. J'ai fini premier dans plusieurs villes du côté sud, que ce soit Bonaventure, Saint-Alphonse, Passepébiac, Port-Daniel-Gascon, Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Alors, non, c'était des beaux résultats. Puis oui, des beaux résultats du côté nord de la Gaspésie. Aux îles, il faut les comprendre aussi. À un moment donné, là, j'étais complètement inconnu dans ce coin-là. Le bloc revenait de loin. Et puis, il y a beaucoup de promesses d'élections là, qui concernent les îles avec le bateau de croisière, le bateau de la traverse, les ports de mer, la nouvelle version des aires protégées, des aires marines protégées, la chasse aux phoques. Il y a beaucoup de points qui les touchent. Puis, je pense que c'était un gros risque pour les électeurs des îles de changer. Puis, on avait une ministre là, qui était en poste. C'était un gros défi pour moi. Alors, moi, je pense que j'ai semé de quoi. Et puis, certain. On va voir comment ça va aller aussi, le déroulement de la Chambre des communes avec la nouvelle, le nouveau scénario qu'on connaît. Là. Normalement, c'est 22-23 mois un gouvernement minoritaire. En tout cas, on verra rendu là de toute façon. Mais il y a une chose qu'il faut faire dans cette élection-là, à mon avis, qui a fait un peu changer la donne, c'est la dernière fin de semaine. Je ne le cachera pas, là, je veux dire, le NPD a perdu quasiment 8% du vote qu'il y avait avant l'élection à l'élection même. Donc, des luttes à 3 qui auraient dû se faire ne se sont pas faites, qui a favorisé les libéraux. Puis, il reste que M. Trudeau, dans la dernière fin de semaine,
faut lui donner ça. Il a fait une très belle campagne de dernière fin de semaine pour attirer les gens, de dire, écoutez bien, là, si moi je ne rentre pas, vous allez avoir les conservateurs au pouvoir. Il a joué sur ce jeu-là beaucoup, qui a peut-être, à certains niveaux, fait peur à des électeurs qui auraient peut-être voté Bloc ou NPD, mais... On a chatouillé le vote stratégique beaucoup. C'est ça, beaucoup dans la dernière fin de semaine. Là. Au Québec particulièrement, personne n'a eu presque de circonscription gratuite. Là. Il y a eu un énorme travail de terrain de fait parce que justement les libéraux se sentaient qu'ils se faisaient chauffer dans plusieurs circonscriptions. Et justement, la lutte à deux qu'on a eue, ça a été deux campagnes de terrain très intenses. Si on suivait ton Facebook, on se rendait compte que tu as fait beaucoup de routes. Madame Leboutier aussi, donc ça s'est joué sur le terrain. Ça a été vraiment, là, on a connu des élections beaucoup plus, pas plates, là, mais je veux dire, peut-être moins présentes, moins serrées. Là, on sentait que chaque candidat luttait pour carrément sa survie. C'était un vote à la fois. Donc, ça a fait une élection intéressante, mais la finale, nous, on l'a fait à Bleu FM et on s'est couché très tard. Un dépassait l'autre à chaque boîte, un prenait l'avance sur l'autre et c'était jusqu'à ce qu'on oublie d'ouvrir les 25 dernières boîtes, mais bon, c'est une autre histoire. Madame Gauthier, j'aimerais vous poser la question, vous, en tant qu'attrait touristique majeur de la Haute-Gaspésie, justement, en campagne électorale, là, on doit tous aller cogner à votre porte. Comment on accueille les différents candidats? Est-ce qu'on leur demande, derrière les porte-closes, de s'engager à peut-être aider davantage votre institution? Et également, comment les candidats vous vendent un peu leur salade? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça a été beaucoup ça dans les dernières années. Cette année, je l'ai moins senti. C'est sûr que dans les besoins d'un musée comme Exploramer, on est davantage sur le volet provincial. Au fédéral, c'est des projets ad hoc, si on veut. Pour l'instant, Exploramer, ça va bien. Les projets avancent. Il faut dire qu'on avait eu cet été là, une annonce du fédéral là, par Mme Leboutier concernant un futur bateau pour le musée. Donc, ça avait été fait préalablement, si on veut. Mais on n'a pas eu de rencontre avec Mme Leboutier durant la campagne électorale. Mais est-ce si on avait... Gaspésie? Ça, je peux pas vous dire. Petit commentaire. Donc, on n'a pas eu de rencontre, mais on en a eu souvent avant. Puis, je peux pas dire qu'on a une mauvaise relation avec Mme Leboutier. Bien au contraire, quand on a besoin, elle nous rencontre. Quand on a besoin de parler à ses attachés politiques, ils nous écoutent. Et puis aussi, quand j'ai besoin de parler avec elle directement, la transition se fait et puis on réussit à l'avoir au téléphone. Donc, ça, je peux absolument pas dénigrer. On a aussi... je pense, en tant que musée scientifique qui parle d'environnement en ce moment, une grande chance d'avoir un ministre du patrimoine qui a une fibre environnementale très, très forte. Donc, ce qu'on souhaite dans les prochaines semaines, mois, c'est le rencontrer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, les musées de sciences, les musées qui traitent de sciences de la nature, de voir comment on peut évoluer là-dedans avec lui, avec son ministère. Mais en tout cas, c'est sûr que nos aspirations sont encore bien grandes. Mais justement, dans le fond, on a été un peu surpris que cet homme qui est reconnu pour l'environnement soit placé au patrimoine, mais par la bande, il peut finalement aider probablement sa cause, mais peut-être pas directement, donc ça serait bien de l'utiliser à cette façon. Bien, absolument. Puis c'est notre intention de le faire aussi. Pour suivre un petit peu sa page Facebook, je vois que ses visites à l'heure actuelle se font dans ces principes-là aussi. Donc, nous, les musées de sciences, il y en a 16 au Québec. On n'est pas tous dans le volet environnemental, mais on est plusieurs à l'être. Donc, ce qu'on souhaite, c'est justement le rencontrer à court terme pour pouvoir avancer avec lui là-dedans, puis peut-être voir comment on peut générer du développement dans nos institutions. Monsieur Bernatchez, on ne peut pas passer à côté d'un dossier majeur pour Mont-Louis. C'est tout ce qui touche au fameux quai. Alors, c'est une saga qui roule depuis plusieurs années. Et là, on espère avoir peut-être des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, en primeur, on a quelque chose non, à nous pas annoncer? rien à annoncer en primeur, sauf que ce que je peux dire, c'est que le Transport Canada travaille sur nos demandes. Sérieusement, ils ont un comité de travail qui regarde à améliorer le projet initial qui est en cours en ce moment. Il ne faut pas perdre de vue que ce projet-là a été accepté par l'ancien conseil à Mont-Louis. Alors,
C'est un gros projet, hein? C'est au-delà de 13 millions. Il y a des surplus là, à cause de trouvailles, un peu plus de contamination que prévu. Et de transport de pierre aussi, double shot, parce que là, ils ont manqué d'espace pour entreposer la pierre, donc ils l'ont emmené dans un endroit à Mont-Louis, donc ils la transportent doublement. Mais par rapport à nos demandes au niveau de la municipalité, on a une écoute de Transport Canada, on croise les doigts, on touche du bois, on souhaite que ça aille de l'avant, parce que là, le projet qu'on connaît en ce moment, ça va être un enrochement. Parce qu'à la base, c'est ça, on avait, pour les gens peut-être qui sont moins familiers avec ce dossier-là, ici dans l'Ouest, on avait un quai, on disait qu'il était à sa fin de vie utile. Donc, finalement, l'ancien conseil, sous M. Chrétien, avait décidé d'accepter le projet d'enrochement complet. Mais ce qu'on souhaitait de votre côté et de la part de plusieurs citoyens, c'était peut-être faire un port de refuge ou bien faire un projet autour de ça pour au moins donner un accès aux piétons, aux pêcheurs à ce quai-là. Donner une utilité à cet enrochement-là, parce que le brise-lames, il fallait le garder. Le projet, là, le nom du projet, c'est démolition partielle et enrochement. C'est pas un autre projet qui est bien encourageant pour le développement touristique. C'est pas très sexy. Non, quand même, tu sais. Puis, il fallait garder cette forme de brise-lame-là, parce que quand le quai a été fait dans les années 50, ou peut-être avant, là, pour Mine Gaspé, dans les années 50, il a fait que la baie s'est formée comme elle est en ce moment, dans la baie de Mont-Louis. Alors, au fil du temps, il faut garder cette brise-lame-là pour protéger notre baie. Maintenant, il faudrait se servir de cet enrochement-là pour le mettre pratique, pouvoir pratiquer le sport de la pêche, puis de différents bateaux de plaisance pour se servir de cette infrastructure-là. Puis je pense qu'elle ne représente pas là, des millions et des millions, là, ce qu'on demande. Là. Bon, on a minimisé beaucoup de projets. Bien sûr, on l'a minimisé, puis on veut avoir un accès. Puis nous, on voudrait faire un aménagement aussi à l'entrée du quai, faire une nouvelle halte routière, puis peut-être même une salle où pouvoir préparer notre poisson, puis faire de quoi de plus avenant, puis de pratico-pratique pour justement la pêche, puis d'autres activités. Un attrait touristique, quelque part. Puis... Bien sûr. On sait qu'on a Camping Parc et Mer, qui est plein, qui est un joyau dans notre municipalité par rapport au tourisme, qui est plein pendant toute la saison estivale. Puis, il y a beaucoup de ces utilisateurs du camping-là qui sont très déçus de ne plus pouvoir pratiquer la pêche au quai, puis même le local aussi, tu sais. Tu veux pêcher, mettons, la fameuse pêche au bout du quai qu'on a pratiquée en Gaspésie durant des décennies. Pour la pratiquer en ce moment en Gaspésie, là, entre Saint-Anne-des-Monts et Grande-Vallée, tu peux pas, là. Fait que moi, je trouve que c'est pas normal d'avoir ces beaux plans d'eau-là en avant de nous, puis de ne pas pouvoir mieux l'utiliser. Alors, sur ce, on va prendre une petite pause, histoire de continuer notre rétrospective 2019 avec différents intervenants. Alors, on vous revient dans 2 petites minutes. Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Saint-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. J'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela 4 ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Rimouski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et fonder une famille. Et au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les rênes du commerce par rapport que j'avais mis 28 ans d'efforts puis que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers à changer de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touche personnelle dans tout ça. Fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie.
Les personnes voulant venir s'établir en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise. Alors, Père Noël Dominique et Lutin Frédéric, oui, nous sommes de retour pour ce troisième bloc de notre rétrospective. Cette fois-ci, on va peut-être aller toucher une autre sphère de notre actualité, soit la culture notamment. C'est pour ça que nous accueillons avec nous l'artiste admontois Carl Normand. Bonjour Carl. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. C'est un plaisir, merci à toi. Directrice de la culture de Saint-Anne-des-Monts, visage bien connu, Mme Monique Campion. Allô. Et on a toujours avec nous M. Guy Bernatchez. Alors, évidemment, mais le gros sujet en culture qui a fait parler cette année, c'est la fameuse réfection de la Maison de la Culture. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. On sait, Mme Campion, que c'était, vous l'avez même dit sur plusieurs tribunes, c'était un rêve de longtemps de voir cet aboutissement-là. Finalement, on voit que c'est en train de se réalisé en ce moment. Si vous nous parlez un peu de la gamme d'émotions vécues là, depuis le début de la saga jusqu'à aujourd'hui. C'est une grosse décennie. T'sais, dans le fond, l'événement de la décennie, je pense, c'est la Maison de la Culture. Ça fait 10 ans et plus de 10 ans. C'est ça que 2019, je ne vous cacherai pas que je me suis découvert des défauts que je connaissais pas. Parce que ça a été très intense, comme tu disais, au niveau des émotions, des up, ça va, des down quand on a ouvert au mois de mars, le 15 mars, l'enveloppe qu'on dépassait de 1,5 million. Tu as l'impression d'être une autre planète, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut se ressaisir, revenir et dire non, là, on n'est pas rendu là pour vivre dans une agressivité. C'était vraiment comme ça que j'étais. Là. De revenir d'un côté positif parce que tu n'avances pas. Tu ne fais que patiner. Si tu as de la rogne contre tout le monde, à un moment donné, mon chum, il est bien fin, là, mais il tolère ce qu'il y a une limite aussi. Donc, on est reparti côté positif. On est allé, au 14 juin, le jour de mon anniversaire. Je n'oublierai jamais cette journée-là. À midi, il n'y avait pas de budget. Puis à 15h50, on avait les sous pour avancer. C'est énorme, c'est terrible, mais je pense que c'est comme ça que ça a été depuis 10 ans aussi dans ce projet-là. On l'a pas, ça marche pas. Vous avez tant de pourcentage à respecter pour l'agrandissement. On vous donne, on dépasse le pourcentage, votre projet est trop beau. Ça a toujours été en mouvement comme ça. Donc, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que j'ai vraiment hâte d'ouvrir la porte de la nouvelle Maison de la Culture, mais on a encore l'énergie pour poursuivre les derniers mois qui restent de travail. Et pendant qu'on se parle, on voit un petit peu des images de comment la salle, on voit de quoi la salle aura l'air. Vraiment, on aura droit à quelque chose de quand même assez exceptionnel. Donc, Mme Campion, au moment où on se parle, on sait qu'il y a eu quelques retard au niveau de la livraison de poutres. Paraît qu'après Rimouski, c'est plus long à livrer. Donc, est-ce que de ce côté-là, on est confiant quand même que les délais ne seront pas trop défoncés? Bien, les délais sont, il faut être honnête, là, ils sont déjà défoncés. Actuellement, on est environ entre 4 et 5 mois de délai. À l'automne, en septembre dernier, on devait ouvrir à mi-juillet. Donc, on se préparait pour les spectacles d'été puis partir de notre saison. Et bon, de fil en aiguille, on le sait, le 15, on devait avoir les poutrelles le 11 octobre, puis on les a eues la semaine dernière. Donc, on est à 2 mois juste de livraison des poutrelles, sans compter tous les petits éléments qui peuvent faire que l'installation retarde et tout ça. On est en plein hiver, là, il n'y a pas trop de neige, mais ça va finir par arriver, il fait froid. Donc, c'est tous des éléments qui font que, même si les outils, les équipements sont là, bien, les enjeux de nature font qu'il y a des retards aussi. Donc, pour l'instant, on travaille fort, on a travaillé trop fort depuis 10 ans sur ce projet-là. On est bien relocalisé. J'invite les gens à venir nous voir à la bibliothèque dans les locaux 119 3e Avenue Ouest, là, le voisin du bureau de poste. On est bien, on a une belle bibliothèque, on est capable d'accueillir, on a fait notre compte de Noël, les enfants sont venus, les spectacles se continuent à Polyvalente et avec des salles alternatives. Oui, la billetterie est là aussi. La billetterie est dans nos locaux, il y a du cinéma, on continue une vie culturelle, c'est juste au niveau des expositions d'art visuel, malheureusement, qu'on ne peut pas offrir, mais on continue quand même à offrir un très bon service à la communauté. Puis ce qui est important, c'est de travailler pour quand on va l'ouvrir, là,
soit comme on veut, fonctionnelle, puis qu'on puisse atteindre les objectifs pour lesquels on a travaillé depuis longtemps. Fait que, tu sais, on n'est pas rendu à une question de semaine de vouloir ouvrir. Tu sais, si on inaugure en décembre dans un an, puis qu'on ouvre les portes officiellement en janvier 2021, ça va être parfait. On va l'avoir, elle va être belle, elle va être fonctionnelle. Tu m'as contaminé. Et elle va être... On va réussir pour lesquels on a travaillé. Là. Fait que je pense qu'on n'est pas quelques semaines. On n'est plus rendu là. Tu sais, où on est rendu, on veut l'avoir, la Maison de la Culture. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Là, si on la regarde, là, mais elle va être belle. Là, on voit il va y avoir des murs à un moment donné, oui, ça sent bien, ça sent bien. Et Mme Campion, évidemment, toute Maison de la Culture vit à cause des artistes qui sont présents, qui font des prestations. Je me tournerais peut-être vers Carl Normand, qui est un nouvel artiste qu'on a découvert cette année. Alors, tu fais un peu dans le hip-hop. Ouais. Alors, si tu nous expliquais comment tu es passé d'inconnu de la scène à, tout à coup, un nouveau talent qu'on n'avait jamais entendu parler. Ben, je te dirais vraiment que c'est l'ambition et la passion pour la musique que j'ai en premier lieu. Puis c'est sûr qu'il y a de la persévérance là-dedans. Là. J'ai travaillé fort pour avoir le résultat qu'on écoute là, sur les plateformes numériques. Donc je te dirais vraiment de la passion puis l'ambition que j'ai pour la musique depuis que je suis tout jeune. Là. Ça, je pense que ça serait la meilleure des réponses que je pourrais te donner. Et ça ressemble à quoi côté créatif? Alors, tu fais dans le hip-hop, alors j'imagine que on doit y aller avec des paroles frappantes, des paroles qui nous touchent, viennent nous chercher. J'écris, ça n'a pas encore arrivé que je m'installe vraiment pour dire que j'écris pour faire de l'écriture. C'est vraiment une idée qui me passe par la tête, une phrase, une parole, peu importe. Puis là, je l'écris, puis là, ça défile quelque chose, Je mets ça de côté, puis après, là, je fais un ensemble de tout ça, et puis là, on essaie d'assembler une chanson avec un instrumental, bien sûr. Là. C'est à peu près comme ça que je fonctionne pour l'instant. Je me mets pas devant un bureau pour écrire, là, pas encore en tout cas. Et Carl, à la fin du blog, dans quelques minutes, on aurait pu passer la vidéo où on entend la chanson remixée et tout. On s'est dit, tant qu'à l'avoir en studio, pourquoi pas justement nous faire un petit extrait live. Alors, tu as bien accepté dans quelques minutes, tu vas pouvoir nous faire ça. Mais la raison aussi de ta présence, c'est que lorsque nous avons compilé les statistiques au niveau du journal L'Avantage Gaspésien, parmi les articles de culture qui ont été les plus consultés, il y avait évidemment la Maison de la Culture et sa saga, mais également ta venue sur la scène artistique. Alors les gens ont quand même assez bien réagi. J'imagine que tu as un bon réseau de contacts autour de toi. Là. Franchement, je suis très très heureux et je suis très très content quand j'ai lu ce que tu m'avais écrit. J'étais très très content de voir ça. Puis même sur YouTube en ce moment, lui qui a réalisé la chanson avec moi, là, qui est Christophe Martin, est très surpris lui aussi de voir on n'a pas 100 000 views. Puis je pense qu'on n'est pas juste 2000 environ quand même. Puis moi, c'est ma première chanson. Je veux dire, personne ne me connaît, j'arrive de nulle part. Donc, mais qu'on touche 2000, ça va être quand même 2000 que plus que zéro. Là. Je trouve ça très bien là, pour une première chanson. Très, très content de comment ça va en ce moment. Et justement, il y a d'autres artistes qui s'illustrent en Haute-Gaspésie. Monsieur Bernatchez, je me tourne vers vous. Vander, c'est quand même qui était dans le groupe Les Colocs auparavant. Il a été sacré comme créateur de l'année 2019. Et on le voit aussi beaucoup là, dans la vie culturelle de Mont-Louis. Comment ça s'inscrit, la présence d'un personnage comme ça? C'est extrêmement positif. C'est Vander avec le festival Tout Mélangé. C'est ça qui est l'acteur principal de ce festival-là, avec M. Yannick Alleman, la salle de Pointe-Sec, la face B. Alors, il y a une belle synergie en Haute-Gaspésie, puis dans l'Est, à Mont-Louis, avec cette salle-là. Puis Vander, c'est certain que c'est un acteur de premier plan pour justement développer la culture chez nous. Puis on est chanceux de l'avoir. Puis on a aussi Daniel Boucher, qui habite à Mont-Louis. Alors, ça nous donne une belle synergie au niveau culturel, là, c'est sûr. Mont-Louis, c'est une place à vedette. Là. Une place à vedette, hein, c'est ça. Ah non, puis, tu sais, j'écoute M. Normand parler, puis Mme Campion. Moi, là, que ce soit en Haute-Gaspésie, dans notre coin de pays, ou partout en Gaspésie puis aux îles, là, parfois, tu sais, il y a des prévisions négatives par rapport à l'exode de la population, puis tout. Moi, j'ai aucune inquiétude. Il y a tellement beaucoup plus de positivisme qu'il y a de négatif par rapport à tous les gens qui l'habitent, ce territoire-là. C'est au niveau de la culture, des sports, vous allez parler des sports tantôt, le Nordais qui nous représente si bien ici, avec des jeunes joueurs de tout le territoire, au niveau de toutes les sphères là,
de la société, si je peux dire, là, moi, j'ai aucune inquiétude pour notre avenir, parce qu'il y en a tellement de monde qui sont passionnés et qui aiment leur territoire. Alors, il n'y a aucune inquiétude pour l'avenir de notre coin de pays. Là. Des combattants, puis on est très résilients aussi. Oui, absolument. On le voit, quand on veut quelque chose, on ne lâche pas facilement là, sur plein de projets, comme soit en culture ou en sport ou en n'importe quoi. On est fiers, puis je pense qu'on représente bien notre communauté. Et Mme Campion, comme je le disais à M. Normand, le choix de nos sujets, c'est beaucoup basé sur les statistiques de visionnement de certains articles. Et là, on déborde à peine de la culture, mais 2 initiatives citoyennes qui ont été fort appréciées cette année, juste avoir une petite appréciation là-dessus. On a eu l'avenue d'Halloween qui a été organisée par les citoyens, le défilé de Tourelle qui est de retour pour la 3e année. Alors ça s'inscrit un peu dans la culture annemontoise. Alors justement, de voir ces initiatives citoyennes-là avoir autant de succès, ça doit réconforter là, de savoir que la population elle-même se prend en main. Là. Mais absolument, parce qu'on parlait de la Chambre de commerce tantôt, s'il n'y a pas d'équipe pour le faire fonctionner, d'équipe au niveau des membres, ça ne fonctionne pas. C'est pareil avec le Festival du Bois-Flotté. Si tu n'as pas de membres, tu n'as pas de bénévoles, tu n'as pas un comité qui y croit, ça n'avance pas. Puis, on ne va jamais si loin quand que c'est fait par quelqu'un qui y croit. On a beau d'avoir les meilleures idées dans nos fonctions, à la direction de l'agriculture, par exemple, sauf qu'à un moment donné, on est 24 heures dans une journée et on n'a pas le pouls de tout le monde. Mais quand les citoyens se mettent ensemble, c'est le pouls de tous les gens que tu vas chercher, c'est les besoins de ces gens-là, puis c'est le reflet que ça donne aussi. Puis on le voit, le défilé de Noël, on était à la 3e année, ça explose. La première avenue, ça a parti sur une idée, je pense, très simple, très amusante, puis ça l'a explosé. Donc, ça rejoint les gens, puis ça démontre le besoin des gens. Puis, tu sais, on a besoin d'être ensemble, puis de vivre ensemble, puis de se côtoyer. C'est beau le numérique, c'est beau les médias sociaux, mais une bonne poignée de bain, puis une bonne accolade, on en a besoin. Et ces événements-là, ça démontre ça aussi. C'est ça que ça sert, on revient à la base, tu sais. On parlait des parvis d'église. Ça manque aussi, là. D'aller placoter c'est parvis d'église. Fait que des citoyens, des actions comme ça font que... Moi, je suis allée au défilé de Noël, puis j'ai rencontré des gens que ça faisait longtemps. Je serais restée chez nous... j'aurais pas vécu ça. Ramener l'esprit de village qu'il y avait à l'époque. C'est ça. Puis le partage, les échanges, puis les discussions. Puis c'est curieux de voir des fois que des discussions, le corridor comme ça débloque sur des partenariats intéressants. Absolument. C'est comme aussi avec les soupers organisés pour les nouveaux arrivants. Oui. À Montville, aujourd'hui, on a eu un souper sous le thème africain. Oui. C'était super fantastique. Puis on voit du monde. La semaine passée aussi, chez nous, il y avait la fête des enfants, la fête de Noël. Il y en a un peu partout. Alors, ça permet justement de socialiser puis de faire aussi un mélange de générations. Absolument. Ça, c'est très important aussi. Et c'est des activités ludiques. Et justement, à Mont-Louis, on va présenter, je pense, bientôt un plan récréo-touristique. Oui. Donc, c'est des activités, j'imagine, ludiques, agréables, où les gens auront l'occasion de se rassembler. Et voilà, c'est ça. Puis le but aussi, c'est d'impliquer le monde dans l'essor de la communauté. Il faut que le monde se sente impliqué. Oui, nous, des fois, parfois, des élus, on est là pour prendre des décisions, mais que le monde se sente impliqué, c'est très important. Puis il faut faire avancer les dossiers, c'est primordial. Puis ça te donne ton image aussi. Si tu t'impliques dans ta communauté, le réflexe que tu vas avoir, c'est toi. Fait que si tu es bien dans ta communauté parce que tu t'es impliqué, parce que tu réponds à tes besoins, t'es bien belle. On a besoin de contact humain. On est une bébête sociale. Donc, on a besoin de ça. Justement, tu mets ta chanson sur le numérique et tout, mais là, de la scène, est-ce que ça commence à mijoter un peu, à être directement avec le public en face? Pas nécessairement sur la scène, mais le 23 janvier 2020 qui s'en vient, je vais être au show de Big Nick à la radio de 96.5 FM à Rimouski. Okay. Je vais être là en live justement là, pour faire la chanson qui va être diffusée instantanément sur la radio. Puis sur son live Facebook à lui c'est Nicolas Leclerc qui fait cette émission-là. Puis c'est ça. Fait que là, on commence. Moi, je vois vraiment par étape par étape, une chose à la fois, puis on verra ce qui se passera dans le futur. Là. Je me mets pas trop de pression avec ça, justement, vu que c'est une passion.
Et justement, vous êtes un nouveau talent et on en voit beaucoup des talents qui ont éclos de la Haute-Gaspésie. Là, on peut penser à Claude Pelgag, Patrice Michaud, c'en est des classiques. Vraiment. Mais dans le domaine hip-hop, on avait eu justement Mathis Caron, Solimon Lafargue, si je ne me trompe pas, Still Down et Young... Bref, c'est ça, j'imagine qu'on voit cette scène-là effervescente et on se dit, ben, il y a de quoi à faire. On peut partir de notre sous-sol à Saint-Anne. De nulle part, en fait. Ouais, c'est ça, on peut partir de nulle part, c'est ça. Non, mais bon, il y a beaucoup de très, très bons artistes qui proviennent de la Gaspésie puis des environs. Là, on est vraiment choyés, peu importe que ce soit quel musical, c'est ça, dans les peintures, dans le théâtre, peu importe, on a beaucoup de talent en Gaspésie. En fait. La musique, je pense, en Gaspésie, là, qui dans sa famille n'a pas un gratteux de guitare, un violonneux, je veux dire, ça coule dans les veines de la Gaspésie, la musique. C'est le fun de voir. Par contre, le hip-hop, c'est une scène qui se développe et qui essaie de faire sa place depuis des années. J'en écoutais, j'étais pas mal plus jeune que maintenant. Ah ouais. Puis, tu sais, à la disque, on commence à faire une vraie place au hip-hop. Donc, c'est pas non plus, t'as pas choisi l'avenue la plus facile pour pogner. On s'entend qu'il y a des styles qui sont plus faciles à se faire une place, sans enlever le talent, rien, mais je veux dire, le hip-hop, on peut aussi se casser la gueule royalement au hip-hop parce que ça passe ou ça casse. Là. Donc, ça prenait du guts. Mais en même temps, si je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais pas fait du tout. Tu comprends? Fait que tant qu'à pas le faire comme je voulais pas le faire, je veux dire... Puis c'est venu toute seule, là, je veux dire, c'est venu naturellement. Ton style. Je l'ai pas cherché, cette chanson-là. Je l'ai écrite comme ça, puis elle est sortie comme ça. Là, je veux dire, ben justement, parlons-en de cette chanson-là. Alors, ça s'appelle « Il a fallu ». Ça a été écrit par toi et ton collaborateur qui a mis la musique. Christophe Martin, oui. Alors, je te laisse te préparer si tu as besoin de quelques instants. C'est ça, je vais juste la partir quand même sur YouTube, juste pour que j'aille la rythmer un peu dans les oreilles. Là. Parfait. Je vais vous en faire un petit bout au complet, c'est sûr. Là. Vous irez écouter la version originale sur YouTube ou sur les autres plateformes. Là. Alors, on va te laisser y aller. Après ça, on va partir tranquillement à la pause en remerciant Monique Campion et Guy Bernacchi d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir, merci. Parfait. Peut-être un peu. Carl Normand, live, à Nouvelle-Haute-Gaspésie. Il a fallu voir disparaître un être cher, être sensible à l'absence d'une mère, le feu dans le corps visant l'enfer, pour voir les émotions en pleine guerre. Il a fallu être victime de dépression, exposer le malin sans façon, le cœur dans main serrant le démon, pour voir un rythme de vie sans pression. Il a fallu des larmes sur nos yeux, ressentir ce vide malheureux, la rage d'un veine, l'esprit anxieux, pour voir l'espoir dans le feu. Merci beaucoup, Carl. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on revient après la pause. Merci. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci.
Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alors, Frédéric Deroy, toujours à mes côtés. Oui. Et cette fois-ci, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup. Depuis 2 ans maintenant, on a la chance en Haute-Gaspésie d'avoir une équipe de hockey senior. Oui. Alors, après la tentative de 2011, je crois, on a une ligue qui est en santé, qui fonctionne bien. L'année passée, on voyait qu'on avait quand même une équipe qui était bonne. Cette année, on a une équipe qui est au sommet et c'est pas peu dire, elle est vraiment en tête du classement général. Et ça, j'imagine que c'est en partie grâce aux décisions judicieuses et éclairées de l'entraîneur Guy Anctil qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Anctil. Bonjour, Dominique. Alors, justement, le Nordais, on a commencé ça l'an passé. On ne savait pas exactement comment la Ligue allait se développer. Finalement, des salles combles à répétition à l'Aréna J-Robert-Lévesque. Et après avoir eu une belle saison l'an passé, là, cette année, j'imagine que ça dépasse les attentes, là. Bien, ça dépasse les attentes. On s'attendait un petit peu aux résultats, étant donné qu'on a plus de profondeur cette année. L'année passée, on a, comme on dit, on fouettait tout le temps les mêmes joueurs. À un moment donné, il y a un cheval mort, mais on a beau le fouetter, il n'avance plus. Puis ça se produisait en troisième période. Au niveau de la Ligue, c'est sûr et certain qu'on a un très bon produit, étant donné que le produit est concentré. On a 4 équipes pour la Gaspésie au complet. Ça fait que comparativement aux anciennes ligues, comme tu parlais tout à l'heure, il y avait une équipe par village. C'est le fun pour les partisans parce qu'on s'identifie, mais le niveau de jeu était inférieur, à mon idée. Puis je pense que les spectateurs le voient présentement. Puis de mon côté, ce que j'essaie d'apporter, c'est de la crédibilité. Si on veut attirer des joueurs, ça me prend de la crédibilité. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais peu importe le sport. Ensuite, gagner le respect des joueurs. Puis la dernière chose, c'est que les joueurs doivent sentir qu'il y a une progression. Puis c'est un cercle vicieux. Si on n'a pas ces éléments-là, les meilleurs joueurs vont rester chez eux. Il n'y a personne de payer. C'est sûr et certain que ça ne leur coûte pas une scène pour jouer. Ça leur prend une passion. Ils voient qu'on en a à Saint-Anne-des-Monts. Puis c'est ce qui fait notre succès. Les gens embarquent. Ils en avaient besoin parce qu'un village qui n'a pas d'activité hivernale, pour regrouper 700-800 personnes aux 15 jours, c'est assez rare pour une petite place comme nous autres. Ça fait que les gens attendaient après le produit, puis présentement, ça va très bien. Et M. Huot, c'est important d'avoir une équipe sportive qui fonctionne bien, qui fait justement que les gens se rassemblent. Économiquement parlant, c'est gagnant pour une municipalité. Oui, tout à fait. On ne se le cachera pas. L'été, les gens ont tendance à sortir à l'extérieur et à faire beaucoup de sport. L'hiver, on s'en cabane un petit peu plus. Hein? Donc, ça permet aux gens de sortir. Puis d'assister à des activités intéressantes, surtout quand le résultat est encore très bon aussi. Hein. Ça aide à attirer des gens, on ne se le cachera pas. Là. On n'a rien envie à Montréal. Oui, c'est ça. Si on calcule au prorata du nombre de populations qu'on a, c'est des excellentes foules. Oui, tout à fait. On fait l'envie de beaucoup de ligues. Oui. Même on parle de la Ligue nord-américaine qui attire en moyenne 800 personnes. On en attire quoi, entre 6 et 700? Dernièrement, on a runné autour de, je dirais, entre 750 et 800 personnes. C'est excellent. Puis le prix est abordable, les enfants viennent. Puis, un des buts du hockey senior, c'est d'apporter les enfants à l'aréna, apporter les familles, pour leur montrer que ça existe encore. Aller jouer, et non jouer dans le sous-sol. Là-dessus, l'année passée, on avait parlé un peu avec 2 de vos joueurs, mais dans les débuts de la Ligue, les batailles avaient tendance à prendre, puis ça s'est réglé assez vite. Donc, on a amené vraiment la Ligue vers du hockey, le sport du hockey. Donc, quasiment plus le style olympique où c'est les beaux jeux qui comptent. Il y a des très bonnes mises en échec quand même, ça joue dur. Ça fait partie du hockey. Ça fait partie de la game comme ça a toujours été. Mais on n'est pas obligé, je me dis, on n'est pas obligé de se taper sa gueule pour gagner des matchs. C'est la solution facile. Moi, j'ai tout le temps dit, si tu n'as pas d'argument, tu frappes sur l'autre. C'est la solution la plus simple. Tandis que nous autres, c'est pas notre principe au niveau de notre équipe. On est une équipe de possession de rondelles. Les joueurs adorent ce style-là. Puis c'est pas des buts de lock, comme on dit qu'on fait. C'est des jeux préparés. On a des bons setups. Puis c'est ce qui fait que présentement, on a des jeunes de Matane qui sont venus. Présentement, on a 7 joueurs de Matane. Ça prend une passion pour partir de Matane. Il a joué ici toutes les 20 semaines. Il a pratiqué.
je lui lève mon chapeau, puis je pense que ça fait partie de... C'est ça, il faut s'impliquer en région, puis on le fait de cette façon-là. Et monsieur, oui, au niveau des batailles aussi, ça diminue à peu près partout. Là. Je veux dire, il était à un moment donné, le sport, le hockey, en tout cas, on va dire comme ça, même la ligne de hockey junior majeur, s'il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas de monde dans les estrades. On se rend compte, là, même là, ils vont interdire les batailles, ça va être expulsé de la partie automatiquement maintenant, bientôt. Là. Mais on se rend compte de toute façon que les gens, ils vont plus là pour ça. Bon, okay, ça fait un petit hop quand il y en a une. Oui. Mais je veux dire, ils vont plus là pour dire il va y avoir de la bataille encore à soir. T'sais, ils vont là pour voir du bon hockey. Je pense que c'est la recette des miracles, je pense. C'est ça. On parlait tantôt, tu parlais de notre noyau de joueurs. On a un excellent noyau de joueurs qui fait l'envie de plein d'équipes. Puis même, je te dirais, des équipes à l'extérieur de notre ligue qui font des approches pour avoir certains joueurs. On les nommera pas, mais on les connaît un petit peu, je pense. Puis les jeunes de la région s'identifient. Ouais. Avant nos matchs, ils sont à côté de nous autres, puis les joueurs, puis c'est le vedette, c'est normal aussi, parce que c'est des joueurs qui savent qu'ils ont fait du bon hockey à l'extérieur, puis que c'est possible de revenir dans notre région, puis de démontrer de quoi on est capable, nous autres aussi. Puis d'ailleurs, il y a des joueurs du Nordique qui font des cliniques avec les plus jeunes joueurs. J'ai vu le gardien Pierre-Luc Gagné s'implique. L'an passé aussi, on a plusieurs joueurs, des attaquants ou des défenseurs qui se sont impliqués. C'est beaucoup de motivation. Puis on entend souvent dire, on associe le sport au mot « dépense ». Ça coûte cher, hein, le sport, c'est pas facile. Mais de nos jours, là, si on veut avoir une population en santé, attirer des familles, tout est axé là-dessus. Le loisir, c'est très important au niveau des écoles, au niveau du sport. Si on n'a pas d'infrastructure pour aider ces jeunes-là et attirer les familles dans notre place, oublions ça. Fait qu'on fait notre part à ce niveau-là. Fait que moi, je me dis que c'est pas des dépenses. Investir dans le sport, c'est un investissement. Puis il ne faut pas négliger, dire « Ah, les hautes taxes vont monter ». Non, on va avoir plus de familles pour payer nos taxes. Fait que ça ne coûtera pas plus cher. Fait que les infrastructures, ça en prend. Un exemple. On est un des seuls villages, je vais passer un message, où on n'a pas de vraie patinoire extérieure, avec des bandes, comme ça se fait partout. Tous les villages en ont pratiquement une, qui pourrait servir l'été comme hiver, au niveau du deck hockey, toutes ces choses-là, des petits tournois de fin de semaine, des petits tournois familiaux, pour initier les enfants au hockey. Puis l'hiver, on aurait beaucoup plus de joueurs du hockey mineur pour la relève. C'est un petit message, mais j'en profite. Et moi, il y a une question que je veux vous poser depuis le début de ce segment-là. La semaine passée, vous avez dû le voir passer, un promoteur matanais, Denis Gauthier, qui tâtait le terrain à savoir si les gens seraient intéressés à ce que Matane intègre la Ligue. Alors moi, je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, tous les gens de Matane étaient en faveur, tous les gens de Saint-Anne-des-Monts étaient fortement en désaccord. Alors, est-ce que ça serait bon pour la Ligue? Non, je ne crois pas que ce serait bon pour la Ligue. On va diluer le produit, comme je te disais tout à l'heure. On va diluer le produit. La semaine dernière, on a eu une réunion avec justement les dirigeants de la Ligue, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On dilue le produit, on augmente le nombre d'équipes, puis on fait comme les années passées. Au bout de quelques années, ça va être dissous. Ou on garde notre produit concentré, mais si jamais on ferait une expansion, faut sortir des régions présentes. Du bassin qui est déjà exactement. Si on coupe Matane et Saint-Anne-des-Monts en deux, on vient diluer le produit. C'est sûr et certain. On a la région de Montjoly, qui pourrait être une région intéressante, qui crée Montjoly, et Rimouski. Très bon bassin. Présentement, Rimouski ne fait pas partie de notre ligue. Mais là, ça serait intéressant d'aller tout chercher les joueurs qui ont joué compétition dans ce coin-là et établir une équipe peut-être à Montjoly. Une à Carleton. On s'éloigne de Grande-Rivière. On est quand même à une bonne distance de Cause-Abscale, de la vallée. Pourrait possibilité. Peut-être un jour faire 2 divisions, de 3 équipes. C'est des scénarios possibles, mais présentement, malheureusement pour les dirigeants qui rêvent d'une équipe à Matane, ils vont devoir attendre qu'il y ait une équipe, que ce soit nous ou Bonon Cause-Abscale, se désiste ou quoi que ce soit, mais dans un avenir approché, impossible. Oui, parce que comme il disait tantôt, il y avait 7 joueurs de Matane qui sont partis de l'équipe. On s'entend que c'est une équipe à Matane. On veut les garder, là. On veut les garder, justement. Puis, si à Matane, il n'aura plus à Saint-Anne-des-Monts, si c'est à Saint-Anne-des-Monts, il n'aura pas à Matane. On veut avoir un produit de calibre.
Et M. Anctil, le temps file, on aurait pu continuer à en parler pendant encore une demi-heure. J'avais une petite dernière question à vous poser. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'avoir ces deux gars à coacher dans une équipe? Est-ce qu'il y a de la résistance ou ça va bien? Je peux te dire que c'est pas plus facile. Non. C'est pas plus facile. C'est exactement ça. On essaie comment je te dire, éloigner le fait que je suis un parent. Mais quand je suis à l'Arena, je suis plus un parent, je suis un entraîneur. Puis je fonctionne égal pour tout le monde. C'est pas des petits bébés, c'est des hommes. Puis c'est comme dans n'importe quoi, on est capable de dissocier la parenté. Sinon, oublions ça, le Nordais n'existerait plus parce que les autres joueurs l'auraient facilement compris. Ouais. Mais je pense que les deux joueurs de qui tu parles sont très appréciés, autant au niveau des spectateurs qu'au niveau de nos joueurs, parce qu'ils savent que ce sont des éléments assez importants. Mais ils sont très bien entourés. On a 2 joueurs de talent, ce qui fait que c'est ce qui fait la force de notre équipe, c'est l'esprit d'équipe en premier. Alors, sur ce, messieurs, merci infiniment d'avoir été avec nous. Guy Anctil, entraîneur du Nordais de la Haute-Gaspésie. On souhaite que le Nordais poursuive sur cette lancée-là et qu'on se rende encore plus loin en série éliminatoire. Merci beaucoup de l'invitation. Puis, c'est ça, on va espérer le mieux pour l'équipe et pour la région. Et on a un match de hockey, justement, en fin de semaine à Saint-Anne-des-Monts. Oui, dimanche après-midi à compter de 14h. Il y a des activités organisées par la Caisse populaire des Jardins pour les enfants, justement pour les initier à ce sport. Puis, une activité familiale qui est à compter de 11h le matin. Parfait, bien c'est noté. Merci M. Huot d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Fred, merci infiniment. Et sur ce, chers téléspectateurs, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On vous revient en 2020. Salut!